cocon de métamorphose et que c'est un temps de grâce. Et il y a des transformations intérieures, il y a des questionnements. Je reçois énormément de mails et d'appels et de, de sollicitations pour justement faire naître ce monde nouveau. Ce dialogue avec l'ange qui nous dit le monde nouveau crie vers vous afin de naître. Donc ça dépend de nous comment va être ce monde nouveau. Et j'ai découvert le Zoom grâce à ce confinement qui est un cadeau inestimable pour moi parce que nous avons fait un grand forum le week-end dernier avec plus de 500 participants en direct pendant 3 jours justement sur ce futur qui se prépare, qui nous appelle pour lui venir en aide, pour le faire naître. Évidemment, ça passe pas, aucun accouchement ne passe sans douleur, mais je crois que la transformation partira d'en bas, jamais d'en haut, mais en bas, d'en bas. Les gens ont découvert qu'on peut vivre, on peut se nourrir comme moi-même avec les fournisseurs tout à fait à côté de chez moi, bio évidemment, et qu'il y a une telle solidarité, un tel éveil des vraies valeurs. Je crois que ce dont on a parlé avec Pierre Rabhi depuis 40 ans, nous œuvrons pour cette insurrection des consciences. Je crois que c'est vraiment, vraiment en marche. Et au fond, je crois que c'était une farce de la part des anges de nous imposer ce temps de réflexion, de purification, de remise en ordre, de sobriété heureuse, de renoncer à beaucoup de choses qui étaient superflues pour voir vraiment l'essentiel dans notre vie. Et je suis très, très joyeuse et je rends grâce pour ce moment vraiment de métamorphose qui s'amorce et qui se manifeste de partout, de partout, de partout. Alors Daniel, est-ce que vous avez vécu ce temps comme Marguerite? Est-ce que vous avez vécu ce temps comme un temps de possible métamorphose? Oui, mais je suis totalement d'accord hein, avec ce que dit Marguerite. Hein. Je crois que Je vous entends plus, Daniel. La voix n'est pas... La voix ne... Non, ça marche pas là. Non, non. Ce soir, on aura tout ce soir. Et pourtant, j'ai le bon matériel là, mais... Là, ça marche. Là, ça va. D'accord, entendu. Là, oui. Ça va. Bon, si ça marche pas, vous me dites. Ça va. C'était une fausse connexion. Alors, ce que je voudrais signaler, c'est que évidemment le temps d'arrêt, le temps de détention, des temps un peu suspendus, mais à peu près tout le monde dans la situation où les philosophes sont normalement. Donc, d'une certaine façon, c'est pas pour moi un changement radical, sauf qu'on évite les transports, on travaille moins dans les choses habituelles. Mais si le travail, c'est la pensée, la lecture, bon, la pensée, l'écriture, la réflexion, eh bien, c'est le même. Mais la différence, peut-être, effectivement, c'est que tous les autres sont dans la même situation. Et du coup, s'il est question de métamorphose, on a peut-être un terreau un peu plus fécond pour anticiper, pour avancer plutôt, pour avancer les idées, les visions, les intuitions, les sentiments qui peuvent nous faire avancer comme espèce humaine. Alors, et ça c'est l'autre chose, c'est que rarement ce qui est en jeu, c'est l'espèce humaine. Normalement, ce qui est en jeu, c'est par exemple, disons, la situation économique d'un pays. Aujourd'hui, c'est la situation économique de tous les pays qui est menacée, qui est atteinte par quelque chose qui d'abord menace l'intégrité physique, la santé et la vie des milliers de personnes. Donc du coup, c'est quelque chose qui touche l'humanité en tant que telle.
Et l'humanité a des façons de s'adapter. L'humanité, c'est quelque chose un peu difficile à définir, mais on peut dire qu'on a quelques 400 000 ans sur Terre avec la forme actuelle, disons. Les Homo sapiens, ça fait 300 000 ans, n'étaient pas très différents de nous. Mais rarement, ce qui a été un jeu, ce n'est pas, je pense, la survie de l'espèce humaine, elle n'est pas menacée du tout comme ça, mais sur son dispositif civilisationnel. Et ça, c'est peut-être en train de changer. Alors moi, je lisais encore hier, avant-hier, que pendant le temps de confinement, notamment, la déforestation de l'Amazonie, par exemple, avait continué, que certains en avaient profité pour pouvoir... alors voilà, j'entends ce thème de métamorphose, de l'éveil des consciences. Mais alors du coup, voilà, je me dis peut-être que justement, d'ailleurs, les inégalités continuent, se sont avérées encore plus vives qu'hier. Qu'est-ce qui fait que du coup, ce que nous avons vécu peut provoquer une bascule, un réveil des consciences? Marguerite, vous parliez d'une insurrection des consciences. Alors peut-être au niveau d'une partie de la population, mais en quoi ça peut effectivement se propager, cette insurrection des consciences? Marguerite. Ça s'est déjà propagé. Et justement, comme j'ai dit, je constate évidemment, je n'ai que quelques, disons, plusieurs centaines de personnes, ça ne va pas très loin, mais je vois que je crois qu'il ne faut pas commencer par le social. Tout, tout changement commence par nous-mêmes, par un individu, par un être qui se remet en question, qui creuse en lui, et enfin, on a eu le temps. Tout ce qui est social, ça vient après. Mais cette transformation intérieure, ce cocon de métamorphose, c'est individuel. Et c'est là où je crois que c'était une grâce, parce que individuellement, les gens se sont posé la question, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire dans ma vie? Qu'est-ce qui est superflu? Je vais faire le ménage, je vais nettoyer déjà ma maison parce qu'enfin j'ai du temps, je vais donner plein de choses, je vais m'alléger et je vais reconsidérer ma vie, qu'est-ce qui est vraiment important. Et on découvre que c'est l'amour, c'est la famille, c'est le respect de la vie, que la vie n'a pas de prix, que cette solidarité à travers pas seulement la France, mais dans le monde, qui émerge, ça montre que quand même quelque chose s'éveille. Je ne peux pas dire comment vont être les inégalités et au niveau du chômage et tout ça, je ne peux pas m'en occuper parce que je ne vois pas assez loin et je ne suis pas politicienne. Mais j'œuvre pour que chacun ait une éthique, une verticalité et que l'évolution amorce une verticalisation, qu'on retrouve le mât du bateau, parce que le bateau n'avait plus de capitaine et il y avait une telle prédation, un tel égoïsme, un tel abus de pouvoir et de tels mensonges que je crois que les gens se disent, mais bon, là, ça suffit, regardons un peu. Qu'est-ce que la santé? Moi, je déplore un peu qu'on ne parle pas assez de toutes les méthodes naturelles pour se soigner, évidemment. Vous ne l'avez pas beaucoup dit, mais je suis thérapeute depuis 47 ans et je suis naturopathe ma spécialité, c'est la médecine chinoise. Donc, j'ai soigné pendant 47 ans de ma vie et j'ai soigné des individus, des êtres uniques. Nous sommes des êtres uniques. Pour qu'un être unique se réveille à son mandat céleste, comme diront les Chinois, c'est-à-dire à sa dignité, à sa verticalité, à sa parole juste, à sa vision de la vie et être au service du vivant et ne pas se servir du vivant, c'est déjà énorme. Et je ne vois que à cette échelle-là, mais je vois que certainement un grand questionnement est en œuvre et les gens répondent, oui, je veux retourner à la campagne. Finalement, je découvre que la nourriture saine, c'est la base de la santé, qu'il y a des possibilités
des mirages. Je me suis perdue dans des mirages, mais que maintenant, je sais ce que je veux. J'ai plein d'amis qui ont dit, mais je me rends compte que j'ai fait fausse route et je vais changer de métier, je vais être beaucoup plus attentif aux vraies valeurs de ma vie. Je veux être conforme à ce qui me donne une connexion avec des vraies valeurs du vivant, au-dessus des religions, mais bon, ça peut être à l'intérieur aussi d'une religion. Mais la richesse de dialogue avec l'ange, puisque je suis beaucoup sollicitée justement pour parler de dialogue avec l'ange, c'est que cette transformation intérieure qui s'accomplit petit à petit nous permet de dire non à certaines choses et dire oui à certaines choses. Et donc, c'est nous qui bâtissons ce monde nouveau. Alors Daniel, tout à l'heure, je disais que vous étiez en train de travailler sur un livre que vous avez appelé Manifeste pour le monde futur. Du coup, comment ce travail autour de ce livre a résonné avec les événements actuels? Est-ce que voilà, est-ce que ça vous a nourri? Est-ce que ça vous a influencé? D'où vient ce projet d'ailleurs de Manifeste pour un monde futur? Oui, le livre est fini hein, depuis un certain temps. Seulement, il est en espagnol. Donc, la traduction, elle n'est pas du tout finie. C'est ça, voilà. Et, Et du coup, est-ce que vous auriez réécrit certaines pages à la lumière des événements actuels? c'était une bonne question parce que l'édition n'était pas finie encore. Je me suis demandé si j'ai rajouté un chapitre, mais finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. Tout simplement parce que c'est un livre de perspective, des idées de fond, sur la société humaine et non pas sur ce qui se passe. Et, alors, ce qui se passe d'ailleurs n'est pas si surprenant que ça. C'était prévu par beaucoup de scientifiques. C'est prévu par des théories de ce qu'on appelle l'effondrement. Il y a un livre qui est sorti en 2004 qui s'appelle L'effondrement, Collapsus, de Jared Diamond, un best-seller, où il pointait certains éléments de fragilité systémique qui expliquent la mystérieuse en fait disparition de certaines civilisations, comme la civilisation maya. Un des grands exemples, l'Empire romain, on connaît un peu mieux comment ça s'est effondré. Et d'autres, comme les habitants de Rapa Nui, font l'île de Pâques, qui est un exemple de prédation de l'environnement qui finalement désertifie l'île par des guerres intestines, et puis finalement tout le monde se tire parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Donc c'est une situation, ce qui est vraiment nouveau, c'est la réaction planétaire, la réaction des gouvernements, de tout le monde, déconfiner la population et d'essayer d'arrêter la contagion. Il était prévu qu'une grande épidémie pouvait avoir lieu, on ne savait pas quand, mais pourquoi? Parce que depuis l'an 2000 à peu près, les vols et les voyages de toute la planète se sont multipliés d'une façon spectaculaire avec les low cost, avec le crédit et la hausse du niveau de vie de la Chine, par exemple, et des grandes régions de la planète. Tout le monde s'est mis à voyager partout. En dehors des marchandises, les marchandises, les capitaux, ça voyageait déjà, et les armes et la drogue voyageaient déjà. Mais les gens se sont mis tellement à voyager qu'effectivement, le monde est devenu vulnérable de par son interconnexion, de par le fait que tout dépend de tout. Et la question, Marguerite parlait de la nourriture, et la dépendance alimentaire des régions gigantesques de la planète, elle est flagrante. Et la dépendance économique, qui est d'ailleurs considérée comme une belle chose pour nos experts, les économistes, les experts et les décideurs qui ont façonné le monde actuel à partir des années 80-90. Plus les capitaux circulent et on fait du business où on veut, mieux c'est. Maintenant, on se rend compte qu'une crise, quelque part, déclenche comme un domino de réaction, et ce n'est pas une prise en compte de la complexité, comme certains théoriciens l'ont montré, comme Edgar Morin, qui ferait avancer la chose,
parce que cette complexité, qui est d'ailleurs connue par tous les écologistes et tous les scientifiques en réalité, c'est la complexité de la vie. Tout est relié avec tout, ça on le savait. Mais la façon dont, dans la société humaine et dans les économies, tout a été fait dépendant de tout, c'est une grande fragilité. Donc, pour moi, ce que j'ai travaillé dans ce livre, que j'espère paraîtra en France à un moment donné, c'est une somme de 10 principes étudiés au fond sur ce qui devrait comporter une société future. Des choses qu'il faudrait absolument qu'elles soient là. Mais un des éléments, puisque pour rebondir à ce que Marguerite disait, elle parlait de la verticalisation, le mât du bateau. Et un des éléments fondamentaux d'une société viable et vivable pour le futur, c'est l'horizontalité. Alors, qui n'est pas du tout incompatible avec cette verticalité. L'horizontalité, c'est le fait que les individus humains et les cultures humaines sont situés sur le même plan. Nous sommes des compagnons de route et non pas un champ dans lequel il est question de hiérarchie, de domination, des couches, des strates, du haut et du bas. Et pour l'instant, le monde est construit comme ça. Il faut imaginer que la démocratie mondiale n'existait pas. Les seuls organismes mondiaux, ils sont des organismes d'État. Par exemple, les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est un organisme des États. Les présidents, les chefs d'État envoient des ambassadeurs où ils vont eux-mêmes. Cet organisme-là, quand il se réunit en Assemblée générale, dicte des normes. Au fond, ils font ça s'appelle des résolutions. C'est-à-dire qu'ils font le travail des législateurs. Mais il se trouve que ce sont des pouvoirs exécutifs qui font du législatif. Donc c'est le monde à l'envers. Alors, et donc là, on voit très bien que l'humanité, en tant que telle, n'est pas préparée à prendre des décisions mondiales. Les décisions, quelques-unes sont prises. Par exemple, sauver les banques en 2008, lors de la grande crise économique. Aujourd'hui, on ne sait pas très bien quelles vont être les décisions, parce qu'il n'y a pas une instance capable de le faire. Alors, je vais bien que... Alors, pour revenir à l'horizontalité, dans les relations internationales, cela on l'appelle le multilatéralisme. Mais dans les sociétés elles-mêmes, l'horizontalité, c'est le fait que nous construisons ensemble des projets et nous façonnons ensemble le destin des sociétés. Nous faisons les lois, nous les respectons puisqu'elles viennent de nous, c'est la définition même de la démocratie, mais ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc, en réalité, pour façonner une société nouvelle, il faut remettre en question tout. Et peut-être la plus importante de toutes, la première et la plus importante, c'est l'écologie, évidemment. Ça, presque tout le monde le sait aujourd'hui. Sans que la société humaine bouge d'une façon profonde sur le fait qu'elle ne doit pas se comprendre comme étant à l'encontre de la nature ou comme étant par-dessus la nature, comme étant la dominatrice, la société humaine dominatrice de la nature. La nature est un réservoir de ressources. Et nous, avec notre intelligence, dont nous sommes si fiers, nous allons prendre ces ressources pour notre bénéfice. Ce chemin-là, qui n'est pas périmé à cause de la crise du Covid-19, il est périmé depuis 30 ans, on le sait, tous les théoriciens un peu lucides le savent, comme par exemple Edgar Morin, que je citais déjà. Tout le monde l'a dit, ce système n'est plus viable. Ou Pierre Rabhi, dont tu as mentionné tout à l'heure. Ce système n'est plus viable et il faut en construire un autre. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait par exemple les réunions de COP, les réunions ou les réunions pour le climat, eh bien on laisse la chose pour plus tard.
Alors, moi, je ne suis pas du tout dans la pensée prophétique. C'est peut-être quelque chose qui nous différencie un peu, Marguerite. Pour la philosophie, c'est juste un questionnement. Il faut se demander ce qui se passe. Quel sens peut-on donner avec nos ressources de pensée humaine aux choses? Mais même comme ça, on peut reconnaître que ce n'est pas un message. Je n'interprète pas ça comme un message de la nature. Je lis ça ici et là. La nature nous envoie un message avec ce virus qu'il faut qu'on arrête. En réalité, ça c'est absurde. Hein. Si la nature devait envoyer un message, ça aurait été peut-être même beaucoup plus fort que celui-là. Ce sont des choses qui arrivent. Les virus et les mutations des virus arrivent tout le temps. Ils sont arrivés à la fin de l'Antiquité, ils sont arrivés au Moyen-Âge, ils sont arrivés à la fin du Moyen-Âge, la peste noire, il est arrivé à la fin de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole. Et puis, ce n'est pas pour ça que l'humanité a changé. Justement, Frédéric mentionnait le fait que pendant la crise de la pandémie, il y a des gens qui profitent pour continuer à déforester. Ben, évidemment, il n'y a pas de contrôle, il n'y a personne. Donc, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent avec leurs machines, faire des incendies, raser les arbres. Pourquoi? Pour quoi faire? Pour planter du soja transgénique, pour nourrir des vaches. Et donc, effectivement, l'optimisme, moi, je suis tout à fait preneur. Le fait que l'éveil de conscience il existe, c'est une réalité chez beaucoup de personnes. Mais en même temps, on est dans un monde qui est humain. Kant disait qu'il fallait imaginer une morale et une politique pour une société, justement, qui n'était pas d'ange, hein, qui était d'humain. Parce que si on avait affaire à une société d'anges, on n'aurait même pas besoin des lois, parce que les anges ne peuvent pas faire le mal. Donc, comme on est chez les humains, il faut vraiment travailler beaucoup pour que cela puisse marcher. Alors justement, Daniel, vous avez parlé des anges. J'aimerais du coup revenir à Marguerite et lui poser la question parce que au cœur de votre propre expérience et de votre propre vie, il y a effectivement cette expérience spirituelle, dialogue avec l'ange et votre amitié avec Gita Malaz. Et c'est vrai que quand vous parlez effectivement du monde nouveau, j'ai l'impression qu'effectivement cette expérience des dialogues avec l'ange est au cœur effectivement de c'est ça qui vient nourrir aujourd'hui votre sentiment d'espérance. J'aimerais bien que vous puissiez… Oui, mais je voulais juste dire que je suis tout à fait d'accord avec Daniel et que l'agroécologie que Pierre Rabhi propose quand même depuis 60 ans, que bon, 1 million ou 2 millions écoutent, mais pas assez, parce qu'il y a ces lobbies, les lobbies pharmaceutiques, ce système néolibéral. Je suis dans la révolte comme beaucoup, parce qu'il y a ces pouvoirs sur nous, le pouvoir de l'argent, et je crois que on a envie de se secouer comme un chien, enlever ces parasites sur nous et dire qu'il faut une éthique et que tout ce que dit Pierre Rabhi depuis tant d'années et d'autres soit enfin écouté. Et comme les Malgaches ont utilisé Artemisia annua, qui est une plante absolument extraordinaire contre le Covid-19, mais pourquoi en France on tarde et on n'en parle pas et on laisse finalement les gens sans renseignement. Moi, ça me révolte énormément, mais bon, je me dis, les anges nous font confiance et nous faisons confiance à ce futur qui est en train de nous demander de l'aide. Donc, bon, je lutte, mais je dénonce quand même constamment, je dénonce cette prédation, ce profit, c'est insupportable ce profit. Et on devrait pouvoir nourrir la population s'il y avait un peu plus d'intelligence et de cœur et de sensibilité. Donc l'ange nous demande ça, parce que l'ange dit, tout changement commence par toi-même. Si toi-même tu ne changes pas, rien ne change. Mais si toi tu changes, tout va changer petit à petit autour de toi. Donc c'est très pratique cet enseignement. Et qu'est-ce que vous aimeriez que je parle un peu de… En fait, ce que je disais, c'est que j'avais l'impression que votre sentiment d'espérance que vous avez par rapport à ce monde nouveau, en gestation, était nourri aussi par effectivement cette expérience spirituelle qui a été vécue
au cœur d'une période très troublée, la Deuxième Guerre mondiale, et que souvent, quand je lis des interviews ou que je vous entends parler, j'entends effectivement ce lien que vous êtes amené à faire entre cette période et ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça. Et l'ange dit que le monde nouveau ne peut être bâti que de beauté, ou bien la joie est l'air du monde nouveau. Et l'ange dit que si vous voyez quelque chose tomber en poussière, sachez que la lumière est proche. À l'approche du verbe, tout ce qui est faux tombe en poussière. Et j'ai l'impression que c'est très valable aujourd'hui, pas seulement il y a 75 ans quand ça a été dit, mais que nous sommes arrivés dans ce moment de transition où il y a une exigence nouvelle qui émerge. On ne se laisse plus faire comme avant parce qu'on a fait confiance, mais en voyant, comme Daniel dit, les forêts dévastées, tout est sacrifié pour le profit, mais c'est absolument insupportable et je ne peux pas regarder dans les yeux de mes petits-enfants, j'ai quand même 5 petits-enfants, de laisser des dettes sur leur dos, de laisser l'eau salie, l'air sali, les aliments dénaturés, mais c'est scandaleux, c'est impossible. Donc, je cherche des forces qui peuvent nous montrer une direction, mais comment aller, mais ce n'est pas seulement dialogue avec l'ange. Et quand même juste, je lis une citation, l'ange dit « L'homme est le plus féroce des carnassiers. Sa main est pire que la griffe d'un prédateur. Il sera pris à celui qui prend, parce qu'il n'est pas digne d'avoir des mains. La main n'est pas destinée à prendre, mais à donner. » Et donc, c'est cette métanoïa, ce retournement qui est en marche, il me semble, avec toute cette solidarité merveilleuse qui émerge. Et je me dis, vraiment, il y a une marche vers le nouveau. À travers ces 88 entretiens qui se sont passés en Hongrie, à Budaliget d'abord près de Budapest, puis au centre de Budapest, puis dans la périphérie, dans les montagnes de Budapest, nous montre que depuis un certain temps, il y a ces mouvements de convulsion où l'homme se questionne, mais quelle est ma vraie valeur? Mais c'est démocratisé, ce n'est pas seulement pour une couche de la société. Et ce qui est intéressant dans cet enseignement, que ça a été donné pour 4 artistes très modernes qui gagnent leur vie, qui fréquentent pas du tout l'église, ni la synagogue, ni rien, qui se questionnent où est la vérité. Et si la vérité n'est pas en moi, elle est nulle part. Où est Dieu? Si Dieu est dehors, il n'est pas Dieu, c'est une idole. Donc, essayons de trouver en nous-mêmes toutes ces forces de transformation. Et ça commence par le non-mensonge. L'ange insiste énormément de dire ce qui est vrai, ce qui est constructif, ce qui peut servir pour la vie. Donc, évidemment, l'ange a une très grande confiance en nous, parce que l'ange nous incite à cet éveil. Et il dit, par exemple, une transformation merveilleuse commence. Mais cela ne vous paraît pas toujours bon. Les anciennes enveloppes éclatent, elles se déchirent, elles tombent en lambeaux. Ne vous effrayez pas, ce qui vous arrive n'est pas peu de choses. Et l'ange dit, chacune de nos cellules doit s'éveiller, doit communiquer avec le monde créateur, libérer nos possibilités, nos potentialités, ce dont parle Pierre Rabhi, le génie créateur de la société civile. Pierre a écrit ce livre il y a 15 ans ou 20 ans. Et que chacun imagine comment il aimerait que ce monde nouveau soit. Dans une vraie démocratie, ça devrait être comme ça, qu'on ne nous impose pas quelque chose, mais chacun se questionne. Et par exemple, si l'ange me questionne ou si vous me questionnez, je vous dis, oui, j'aimerais un mariage bienheureux
entre la médecine allopathique, la médecine homéopathique, la médecine énergétique, la médecine, la naturopathie, l'aromathérapie, la diététique, que la santé soit vraiment à la base, mais la santé n'appartient pas aux médecins, la santé appartient à chacun de nous. Nous sommes responsables de notre santé, comme nous sommes responsables de notre parole. Nous sommes responsables de travailler dans une branche où, selon notre boîte à outils, c'est-à-dire nos dons, puissent se développer. Mais quand je vois que beaucoup de gens vivent en esclavage, pratiquement parce qu'ils doivent gagner leur croûte, parce qu'il faut payer le loyer, c'est ça qui change en ce moment. Les gens se disent, mais je ne vais pas sacrifier ma vie pour ma boîte. J'ai des idées, je veux proposer des choses. Bon, ça va paraître peut-être chaotique, parce qu'il faut que ça trouve une sorte de synergie dans la société. Moi, je ne suis ni sociologue ni politicien, mais je suis thérapeute. Mais je vois que ce désir profond d'accomplir sa mission sur Terre au service de la vie, s'est éveillé et peut-être dialogue avec l'ange a beaucoup aidé là-dessus. Mais par exemple, quand l'ange parle de... pardon, c'est très beau quand il parle du nouveau. Il dit, c'est Lily, donc il y a Hannah, Lily, Joseph et Gita dans cette expérience. Et par exemple, Lily pose la question à l'ange, elle dit, mais je me sens tellement incertaine pour ce nouveau, je ne vois pas assez comment ce nouveau peut se manifester. Et elle dit, mais je n'ai pas fait assez d'essais. Et l'ange dit, c'est avec toi qu'il a fait des essais. C'est intéressant. C'est que le cosmos a mandaté, l'univers a mandaté l'humain pour faire un travail de transformation. Seul l'humain peut transformer la haine en pardon, l'offense en pardon, la tristesse en compassion, l'égoïsme en don de soi. Et que peut-être on nous demande cette transformation-là en ce moment. Et le lapin ne peut pas accomplir ça, ni un arbre. Et que l'homme est responsable de ça, et pas d'être prédateur et de piller la planète et de piller son prochain et de dominer qui que ce soit, y compris la médecine, y compris la politique, y compris sur tous les domaines. Je vais me retourner vers Daniel pour l'interroger justement parce que finalement, ce que j'entends à travers ce que vous dites l'un et l'autre, c'est finalement la question de la liberté d'aujourd'hui. Sommes-nous libres effectivement de pouvoir changer ou pas? Alors, je fais écho à la phrase d'Abdelnour Bidar qui récemment dans un article disait est-ce que nous croyons que la fin du confinement sera la fin de l'enfermement? Croit-on qu'en ressortant de chez nous, on va s'échapper de la vraie prison où nous maintient le système? Alors, comment, Daniel, le philosophe que vous êtes, par rapport justement à cette question de la liberté aujourd'hui de l'individu, qui est quand même voilà, enfermé dans un système très très complexe de contraintes diverses et variées, comment peut-on s'échapper finalement? Comment peut-on être libre? Comment peut-on sortir du cadre? Comment peut-on penser librement? Et comment la philosophie peut nous aider aujourd'hui à penser un mot nouveau, ce monde nouveau? Oui, j'utilise l'expression le déconfinement de la pensée. Il faut, il faut prendre conscience de que notre pensée est confinée. Et ça ne date pas maintenant. Ce qui date de maintenant, c'est que nos corps soient confinés. Et le confinement de la pensée est fait de tous les blocages et de toutes les ignorances. Et donc, du coup, comment peut-on effectivement accompagner ces nécessaires processus de changement de conscience dont parle Marguerite, dont parle beaucoup d'autres? Et bien, à mon avis, il faut beaucoup travailler pour déconfiner la pensée. Et un exemple vient d'être dit par Marguerite. Le confinement, qu'il faudrait donner un nom un peu technique, c'est l'épistémologie. Quand tu parlais de médecine naturelle, et pourquoi on ne les utilise pas dans une crise comme l'actuelle? Bon,
il y a des raisons simples, c'est qu'il y a des schémas, des protocoles d'épistémologie médicale et des sciences qui ne les permettent pas. Encore même pour ceux qui pensent que c'est efficace, comme beaucoup de personnes pensent que la médecine chinoise est efficace. Mais il faut savoir aussi que les Chinois eux-mêmes, lorsqu'ils sont confrontés à une crise épidémiologique, ils ne font pas appel à l'acupuncture, au yin et yang et aux herbes. Ils font appel à la virologie, à la synthèse de protéines pour combattre un virus, et ils ont les laboratoires dans la science, pour ainsi dire, officielle, les plus avancés du monde. Donc du coup, il y a un petit problème, et ce n'est pas que l'une devrait s'imposer sur l'autre, ou alors, encore moins, couper la poire en deux, et il dit, ah mais les deux sont valables, il faut faire les deux. Et en coupant des poires en deux, on n'obtient jamais deux poires. Et donc, on a un problème. Et ce problème est sérieux. C'est un problème des confinements de la pensée, dans ce cas épistémologique. Il nous faut donc une nouvelle épistémologie qui soit capable d'appliquer des protocoles de recherche scientifique sur des choses comme l'homéopathie, par exemple, qui n'ont jamais été faites. Mais pourquoi ils n'ont jamais été faites? Parce que personne ne s'y intéresse, parce que ces recherches sont très chères. Donc ça, c'est juste un exemple, pour profiter de ce que venait de dire Marguerite, un exemple du confinement de la pensée. Le confinement de la pensée, ça a à voir aussi avec le fait que nous pensons avec un modèle, avec des schémas. Et par exemple, celui qui est penseur politique, il pense en politique, il pense des questions de pouvoir, des questions de stratégie, des questions d'institution. Et là, il y a une histoire. Et il y a une si longue histoire depuis Aristote, depuis Platon d'Aristote, passant par Machiavel et les penseurs modernes, qu'on ne sort pas de là. Et quand tu imagines, par exemple, je lis les constitutions politiques des États parce que ça m'intéresse, parce que je pense qu'il faut créer des nouvelles constitutions politiques, et je vois qu'il n'y a presque rien de nouveau depuis John Locke ou depuis Hobbes. Il y a quelques petites avancées qui ont à voir avec les droits de l'homme quand ils ont été institués en 1948. Donc, du coup, tous ces confinements font que nous reproduisons le monde ancien. Un autre exemple qu'on peut donner, qui est flagrant dans notre conversation d'aujourd'hui, parce que je peux parler beaucoup de philosophie, mais ça m'intéresse de discuter avec quelqu'un comme Marguerite et Frédéric, qui quand même dirige une institution où il y a beaucoup d'activités spirituelles et des associations et des gens qui, par exemple des bouddhistes, des soufis, des gens qui cherchent dans la voie spirituelle. Et en tant que philosophe, ça m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'une des choses, un des confinements, c'est que nous pensons avec des méthodes que nous intégrons. Supposons que je suis musicien de jazz. Je ne suis pas, je suis musicien classique, mais si je suis un jazzman et on me donne un thème, je sais comment faire avec ce thème. Je fais une improvisation, je connais les harmonies, les rythmes, et je vais les appliquer. Et si je suis musicien classique et on me donne une sonate, ben je sais comment la jouer, enfin je sais comment la travailler pour pouvoir la jouer. Mais si, en tant que musicien classique, on me dit tu veux improviser sur un standard de Louis Armstrong, là je suis mal. Hein. Je vais pouvoir jouer un peu, mais je ne suis vraiment pas un jazzman. Donc ça, c'est un exemple de confinement de la pensée. Ça, c'est la pensée musicale. La musique est une pensée. Il y a beaucoup de types de pensées. La littérature est une pensée. Et il y a une forme de pensée dont on en a eu quelques exemples aujourd'hui, qui est la pensée prophétique. C'est quelque chose qu'on connaît depuis Platon, d'ailleurs, qui parlait lui-même de mania. Mania, non pas dans le sens de maniaque, mais mania, c'est une possession, en fait. C'est pour ça qu'il parlait d'une possession par les muses, par les daimons, par les dieux, par les esprits. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a toujours connu. Et la pensée prophétique a un type d'écriture ou d'expression verbale. On peut les voir très bien dans les citations que tu nous as lues, Marguerite, de ces entretiens avec un ange. Ça ressemble un tout petit peu au niveau d'intensité verbale à certaines paroles du Coran, à certaines paroles d'évangile. Oui. Donc c'est la pensée prophétique. Et aussi à certains moments de psaumes,
dans la vivre hébraïque. Et ce n'est ni la poésie, c'est de la poésie bien sûr, c'est parfois de la très très grande poésie, par exemple Salomon, bon. Mais en même temps, ce n'est pas exactement ce que nous reconnaissons comme étant la poésie, qui est une autre pensée, et ce n'est pas exactement la philosophie. Mais c'est une dimension de la pensée. Certains philosophes l'ont travaillé, hein, comme Rosenzweig, Lévinas, qui a travaillé des textes, bibliques et surtout talmudiques. Donc cette forme de la pensée nous met en défi. Et il ne s'agit pas, en tant que philosophe, il ne s'agit pas de se demander est-ce que c'est vrai, est-ce que les anges existent. Ce n'est pas du tout le problème pour moi. Le problème, c'est qu'est-ce que cette parole nous pose comme idée. C'est la même chose, par exemple, si je discute avec un bouddhiste, ou avec un hindouiste, ou un jainiste, ou quelqu'un d'une autre doctrine de l'Orient qui croit à la réincarnation. Mais pour moi, ce n'est pas la question de savoir est-ce que la réincarnation est une réalité. Est-ce qu'on se réincarne? Parce que déjà, on ne peut pas le savoir. C'est comme la résurrection pour les chrétiens. Ce n'est pas le problème. Mais en tant que philosophe, l'idée même de réincarnation est un modèle d'idée qui a énormément d'implications. D'un point de vue éthique, la vie n'est pas la même sans la théorie du karma, par exemple. D'un point de vue de l'action même et de la politique, la vie n'est pas la même sans la parole prophétique du sermon de la montagne. Et il n'est pas du tout la même sans l'introduction de l'universalisme par saint Paul. Donc ça, ce sont des moments de pensée prophétique. Parfois, on peut dire, parfois ce n'est pas tout à fait prophétique. Saint Paul n'a pas été inspiré directement, c'est plutôt un théologien, c'est un penseur, mais d'autres l'ont été. Et les philosophes, nous prenons tout ça, la littérature, la poésie, la musique, la pensée prophétique, les mythes et les arts plastiques. On peut beaucoup apprendre de la nature en observant, en regardant un tableau de Monet. Puisque si on va à l'orangerie, j'espère qu'un jour ça sera ouvert, mais pour l'instant on ne peut pas y aller. Mais dans les deux grandes salles des nymphéas de Monet, qui ont été d'ailleurs, c'est intéressant, ont été un don qu'il a fait à la France à la fin de la Première Guerre mondiale, juste dans la période où il y avait la grippe espagnole, où les gens mouraient par des millions. Et lui, il a fait ces tableaux où il n'y a que de la verdure, de la végétation, des fleurs, des saules, de l'eau qui vivent, et partout vivre l'énergie de la vie. Partout vivre, ce sont des photons, en fait, emprisonnés par le pinceau. Et les photons, c'est quoi? C'est des vibrations cosmiques, c'est des vibrations d'électrons, c'est des vibrations des particules ou des ondes qui traversent l'univers, Eh bien, elles sont là, dans ceux-là qui font vivre toute cette nature qui fait un tout. Et ces quatre gros tableaux de chaque salle nous montrent que tout est relié et que tout est un tout. Donc c'est une philosophie complète. Donc c'est ça là, pour moi la philosophie, c'est qu'on prend enseignement d'une pensée qui est extérieure à la pensée philosophique, comme les mythes, comme la littérature, comme la poésie, comme les arts plastiques, le cinéma, la musique. Et c'est ça pour moi le déconfinement. Le déconfinement, c'est d'abord rompre, aller au-delà, surpasser, sauter la muraille des blocages qui nous font toujours penser de la même façon. Merci Daniel. Alors déjà, ça fait 3/4 d'heure déjà qu'on est en train de discuter ensemble. Je vous remercie d'avoir accepté cet exercice qui est difficile, hein, de dialoguer, voilà, entre sans doute deux univers qui sont a priori assez éloignés l'un de l'autre, mais d'avoir fait cet effort justement de vous rejoindre l'un à l'autre dans ce que vous êtes. Et avant de nous quitter, j'avais deux questions encore à vous poser. La première, c'est quel conseil vous donneriez finalement à nos auditeurs par rapport
aux jours à venir, aux semaines à venir? Avec quelle attitude? Voilà, qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour vivre finalement ce qui est à vivre dans les prochains jours? Marguerite. Mais je leur conseillerais de réfléchir sur le mot liberté et ce que le nouveau évoque pour chacun de nous. Qu'est-ce que la liberté? Qui est mon patron? Je suis au service de qui? Et c'est une question de l'ange. Que feriez-vous dans le monde nouveau, pour le monde nouveau? Que chacun réfléchisse ce qu'il peut faire. Et il y a un passage magnifique sur la liberté, quand l'ange dit si tu dépends du corps, tu n'es que corps. Si tu dépends de l'âme, tu n'es que corps animé. Si tu dépends de l'esprit, tu n'es que homme. Si tu dépends de lui, tu es tout. Ne dépend que de lui. La lumière des lumières, ou l'amour, ou tout ce que vous voulez. Au-delà des religions. Je crois qu'à notre époque, on est arrivé, comme Daniel disait, il faut des nouveaux paradigmes, mais nous ne savons pas ce qu'est le nouveau. Il ne faut surtout pas violer le nouveau par des anciennes pensées. Mais c'est un lieu un peu comme de l'Annonciation, quand la Vierge Marie a dit oui à ce qu'elle ne savait pas. À quoi elle a dit oui? Nous disons oui à ce nouveau qui nous demande d'être à son service, mais pour ça, c'est pas seulement un déconfinement, mais comme c'est François Schenck qui disait, dans le mot déconfinement, il y a finement, finement, avec respect, avec attention. Il y a une délicatesse là, dans ce nouveau, qui nous attend. Et la délicatesse et le respect envers une fleur qui pousse dans l'asphalte ou dans une petite fente, envers la vie, envers le vivant, envers ces valeurs qui nous rendent humains, qui nous rendent dignes de ce nom, de l'humain. Et aussi la gratitude pour la vie, que nous sommes vivants, que la vie veut se servir de nous et que nous sommes au service de ce vivant. Et c'est plus que la nature pour moi. C'est libérer le soleil dans le cœur et être un don pour ce monde nouveau. Mais pas pour les prédateurs, pas pour ceux qui veulent nous faire vacciner, pas ceux qui nous imposent des lobbies pharmaceutiques, pas ceux qui nous imposent un ancien système. Et c'est là où il faut être très vigilant et être vraiment, l'ange travaille sur la responsabilité individuelle en chacun de nous. Merci Et Marguerite. voilà. Je vais poser la même question à Daniel. Bien. Du coup, Daniel, est-ce que votre conseil rejoindrait celui de Marguerite? Réfléchir à cette question de la liberté, au service de qui sommes-nous? Ou auriez-vous un autre conseil à nous donner? Bon, les conseils, c'est toujours malvenu. Hein. Les conseils sont faits pour que personne ne les respecte. Mais tout ce qu'a dit Marguerite me va parfaitement bien. Je crois que la liberté est ce qui est un jeu, en réalité. Et ce qui est un jeu pour tous, dans la situation actuelle, mais pas seulement dans la situation actuelle. C'est une idée qui m'est venue bien avant cette crise, à partir de l'incendie de Notre-Dame. L'incendie de la cathédrale a été s'il y a des signes, un signe, c'est sans doute un accident hasardeux et malheureux, mais nous interprétons les choses comme des signes, et c'est le propre de notre intelligence humaine. En tout cas, une question posée. Qu'est-ce qu'il faut restaurer et qu'est-ce qu'il ne faut pas restaurer? Puisqu'il y a une superposition d'époques dans cette œuvre magnifique. Une partie qui est moyenâgeuse, une partie qui est du 9e siècle, etc. Donc, cette partie de Viollet-le-Duc s'est effondrée. Est-ce qu'il faut restaurer cela ou ce qui était avant? Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, l'histoire qui nous précède nous pose toujours cette question. Qu'est-ce que vous allez garder et qu'est-ce que vous allez laisser tomber dans la poussière, comme tu disais, Marguerite, hein? Il y a des choses qui deviennent poussière.
comme cette flèche incroyable de Violette le Duc. Eh bien, maintenant, elle est poussière. Est-ce qu'il faut la restaurer? Alors, la même chose par rapport au monde actuel, hein, avec la crise systémique et globale qui est l'actuelle. Un monde est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qu'il faut préserver de ce monde? Et qu'est-ce qu'il faut laisser s'effondrer? Et là, beaucoup de personnes vont vous dire, et je suis très content d'entendre par la voix de Marguerite que le fait de dire oui, hein, de dire oui à la beauté du monde, de dire oui à la transcendance, n'implique pas du tout abandonner la pensée critique. Parce que si c'était le cas, la liberté est plus menacée que jamais. Donc il faut quand même rester très, très vigilant. On est dans un monde d'humains. Beaucoup vont vouloir tirer leur épingle de jeu en augmentant leur pouvoir et leur puissance, qui est le propos d'un certain type d'existence humaine. Hobbes le dit, hein, les gens cherchent à augmenter leur capacité de se donner des richesses, des pouvoirs, etc. Et une autre tendance qui existait, qu'on a bien palpé, senti ces 2 mois hein, qui viennent de s'écouler, c'est la solidarité et c'est la joie de s'entraider. C'est l'admiration que les gens ont pour les soignants, pour les gens humbles, parce que ce n'est pas le médecin qui est une autorité respectée dans la société, qui est aussi une position de pouvoir, une position de pouvoir souvent masculine, parce que il est assez étonnant qu'on parle d'infirmière au féminin et de médecin au masculin. Vous voyez, le médecin guérit et puis l'infirmière soigne. Eh bien, cette idée du soin s'est imposée. Soin, c'est aussi la sollicitude, c'est prendre soin, hein, comme tu disais Marguerite par rapport au monde vivant. C'est ménager le vivant. Ménager, ce n'est pas seulement faire le ménage, mais le mot vient de là. Faire le ménage entre l'ancien et le nouveau, faire le ménage entre la poussière qui doit rester poussière et qu'il faut justement l'évacuer, et ce qui doit être préservé et restauré, et ce qui doit être sémé. Donc, qui n'est pas non plus ce qui doit être restauré ou préservé, c'est le nouveau qui doit naître. Alors, comment on reconnaît le nouveau quand il naît? C'est toute la question d'une intelligence humaine qui serait au service de la liberté. Les idées vivent, grandissent, mûrissent, vieillissent, se rigidissent et meurent. C'est comme les êtres vivants. Et il faut pouvoir reconnaître les idées et savoir dans quelle étape de la vie des idées elles sont. Les idées dans leur jeunesse, elles sont magnifiques et je les appelle des idéaux. Ce sont les idéaux. Ce sont des idées qui inspirent et qui ouvrent le cœur, qui ouvrent les esprits. Les idées révolutionnaires, les idées de Gandhi, ces idées qui sont des idéaux à un moment donné. Le christianisme de première décennie, peut-être même pas plus que ça, ou du premier siècle, les communautés de personnes qui voulaient vivre comme Jésus. Et les premiers disciples de Bouddha, et qui allaient de village en village en apprenant tout simplement la méditation aux gens et en faisant, en soignant justement, en prenant soin, en ménageant le monde pour ne pas alourdir le karma. Et ces idées existent, c'est quand on prend de la vie et de la puissance de vie, de l'amour, de la solidarité, du faire ensemble. Et c'est faire ensemble, faire avec l'autre, se construit avec l'intelligence, avec la pensée critique, avec la création, avec la créativité. Et en cela, les jeunes ont peut-être la parole la plus importante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'il y a des vieux qui sont des très très grands créateurs, et tant mieux, mais ils font déjà ce qu'ils savent faire, sauf les plus grands génies qui arrivent à faire quelque chose d'absolument inouï dans leur grand âge. Mais les jeunes font des choses tentatives, font des choses qui échouent, font des choses qui remouent, font des choses qui font des vagues et parfois incommodes. Eh bien, c'est de là où va sortir peut-être des idées, peut-être des gestes, des pratiques, des comportements, des sentiments nouveaux que nous ne connaissons même pas. Je pense que même
ce sentiment de gratitude envers les personnels soignants est un sentiment nouveau. Il ne faut pas l'interpréter à l'ancienne. Comme si c'était « Ah, mais on est rédevable », comme quand les soldats revenaient du front, « Oh, ils ont sauvé la France, on est rédevable, bravo ». C'est peut-être un autre sentiment qui a à voir justement avec la prise de soin du vivant là où il est plus fragile. Et ça, c'est quelque chose effectivement peut-être très féminin qu'il faut apprendre, puisque le monde de demain sera féminin et non pas patriarcal. Ce ne sera pas la poire coupée en deux, tout simplement, ça sera un autre monde et que nous ne pouvons pas interpréter comme les femmes contre les hommes ou les patriarcats à la place du patriarcat. Ça sera autre chose et voilà, il faut être ouvert et reconnaître les idées quand elles sont dans leur jeunesse. Je crois que vous nous avez proposé un certain nombre de pistes qui devraient nous occuper au moins dans les prochains mois, largement. Entre d'une part la question de la liberté, voilà, au service de qui sommes-nous, et puis cette dimension effectivement de savoir ce que nous allons garder de l'ancien monde, hein, et ce que nous allons laisser tomber en poussière, et de voir également les germes du nouveau qui sont en train d'apparaître. Voilà, comment effectivement reconnaître ces germes du nouveau. Merci beaucoup à Marguerite, Daniel. Merci beaucoup, Frédéric. Cette heure de passer ensemble. Et je vous donne peut-être rendez-vous au forum prochainement quand on ouvrira Est-ce que tu as une dialogue à trois. Est-ce que tu as une idée de dialoguer ensemble, hein. D'accord, très bien, c'était passionnant. Merci beaucoup de Merci ce moment. Merci Daniel, merci Frédéric. Est-ce que tu as une idée, Frédéric, pratique sur les possibilités de faire de nouveau des réunions présentielles? Comment ça se présente au forum? Alors, écoutez, pour le moment, on n'a pas encore l'autorisation officielle pour réouvrir. On s'y prépare. Moi, je suis à Paris, je suis revenu au Forum 104 pour préparer la réouverture, notamment au niveau des règles sanitaires, voir également le fonctionnement effectivement du forum. Donc, on donnera des nouvelles, j'espère prochainement. J'imagine que le gouvernement est en train de voir comment le déconfinement est en train de se passer. Mais on réouvrira début juin, mi-juin, fin juin. Voilà, et en tout cas, moi, je serais ravi de pouvoir vous retrouver à la fois qui fait vivre le Forum 104 au quotidien, et également et tous ceux qui ont l'habitude de venir vous retrouver vous-même, voilà, les dialogues avec l'Ange, et puis également le café philo du samedi matin. Voilà, je pense que ce sont des rendez-vous qui manquent. Voilà, ça fait partie de notre vie quotidienne, et chacun aspire à pouvoir renouer avec ça. Alors, je sais pas si, j'espère que ça fait partie du monde nouveau. Voilà. Ah oui, ah oui, ah oui. Avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de soirée et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.